Bonjour à tous, c'est l'heure du JT de la CAN, comme tous les soirs, pour revenir sur toute l'actualité de cette Coupe d'Afrique des Nations. Fin de la deuxième journée ce dimanche. On va débriefer tout cela avec nos consultants, comme tous les soirs. Hervé Kouamouo, bonsoir. Bonsoir. Et Xavier Barret, bonsoir à vous. Bonsoir. Messieurs, on va commencer par le choc de cette journée de dimanche. Maroc, République démocratique du Congo, les Lions de l'Atlas accrochés. Un partout, ils avaient pourtant ouvert la marque par l'intermédiaire d'Achraf Hakimi, c'était dès la 6e minute de jeu, mais les léopards congolais qui se sont bien repris et qui ont égalisé sur un but de Silas, c'était à un quart d'heure du terme. Bakambu qui a même loupé un penalty en première période pour les Congolais. Comment expliquer que le Maroc, qui après avoir débuté tambour battant cette rencontre, n'ait pas réussi à mettre autant de rythme sur la suite de ce match ? Je pense qu'il faut voir. Il y a deux explications selon moi. La première, c'est tous ces problèmes techniques qui ont fait que la première mi-temps était très hachée, ils ont dû laisser beaucoup d'énergie. Et puis sur leur jeu qui est très énergivore, finalement, ils étaient fatigués au bout de la première mi-temps. Ils n'ont plus existé dès le retour des vestiaires, ils ont commencé à être progressivement plus faibles physiquement que les Congolais qui ont mieux terminé. Et à force de reculer, ils ont pris un but. Ils auraient pu en prendre un second pendant les dernières minutes. Ils s'en sortent bien, les Marocains. Parce que ce match-là, les Léopards doivent le gagner. Oui. Il y a le penalty manqué, pas transformé par Cédric Bakambu. Vous l'avez dit. Oui, mais il y a surtout une équipe du Maroc qui, effectivement, se délite au fil du temps. Ils partent très fort et puis, je serais tenté de dire, ils en ont plus dans les chaussettes. Ça vient de quoi, un problème physique, la chaleur? Ou alors, ils jouaient très tôt en début d'après-midi. Effectivement, on sait que ces matchs de début d'après-midi sont souvent plus compliqués pour les équipes, surtout les équipes qui ont l'habitude de jouer avec beaucoup d'intensité. Mais je pense aussi qu'il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est contre la Tanzanie, ils font une démonstration, mais à 11 contre 10 pendant une grande partie du match. Donc forcément, quand vous êtes en plus des techniciens de la qualité des Marocains, à 11 contre 10, vous la faites très facilement la différence. Là, vous êtes face à des Congolais qui, eux, en plus, n'ont pas gagné lors de la première journée, qui doivent gagner et qui veulent gagner, qui ont des vraies qualités athlétiques, une vraie détermination. Eh bien, le Maroc s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué. Et puis beaucoup de nervosité aussi, 17 fautes côté marocain. Et puis il y a eu cette altercation entre le sélectionneur marocain Walid Regragui à la toute fin du match avec le capitaine de la RDC, Chancel Mbemba. Il y a eu vraiment de la nervosité dans ce match côté marocain. Oui, il y a eu des interventions dès le début du match. D'ailleurs, Romain Saïs, le capitaine marocain, fait une faute. Il n'est pas sanctionné, mais il doit prendre un carton. Il s'en sort bien. D'autres joueurs marocains seront ensuite sanctionnés. Je pense qu'il y avait un peu de suffisance de la part des Marocains. Parce qu'effectivement, ils arrivent avec ce statut de demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ils gagnent 3-0 le premier match. Et derrière, tout le monde dit, voilà, c'est les grands favoris. Ils sont déjà lancés. Et je pense que dans leur tête, quelque part, ils l'étaient un petit peu. J'imagine que Walid Regragui, ce résultat, ça l'arrange peut-être. Ça va calmer tout le monde. Voilà. Il va pouvoir reprendre les choses en main en disant, attendez les gars, on n'a pas gagné. Il va falloir vous remettre un peu au boulot. Attention, lui-même, il était très excité aujourd'hui parce que c'est vrai, je pense qu'en fait, c'est toute la difficulté avec cette équipe marocaine. Quand elle n'arrive pas à s'exprimer, il y a de la nervosité, il y a toujours de la nervosité. Ils font des fautes, des petites fautes, parce que dès l'instant où ils n'arrivent pas à poser leur jeu, ils font des fautes. Et je pense aujourd'hui, effectivement, la difficulté, c'est qu'ils ont marqué très tôt, dès la première occasion, quasiment sur un corner avec déjà une largesse défensive congolaise. Et ensuite, après, ils n'ont pas su tuer le match et ils n'ont pas su garder le pied sur le ballon. Donc, du coup, ils ont été un peu nerveux. Et Walid Regragui lui-même était particulièrement nerveux, je l'ai trouvé aujourd'hui. Contrairement au premier match où, effectivement, c'était bien passé. Et Walid Regragui, il s'est expliqué sur cette fameuse altercation, cette bagarre générale qu'il y a eu à la fin du match, notamment cette altercation avec Chancel Mbemba. Je vous propose de l'écouter. Ça arrive dans le football. J'ai beaucoup de respect pour Mbemba. À l'arrivée, peut-être c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui l'a fait répondre comme ça, mais il n'y a pas de souci. Ce qui est un peu dommage, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Après, il fallait rester beaucoup plus calme. On n'a pas donné une belle image, ni nous, ni le Congo. Sur ça, il fallait rester calme. C'est le deuxième match. Après, peut-être qu'avec la chaleur, la tension, elle a été un peu élevée chez tout le monde. Mais ce n'est pas un exemple. Et il n'y a pas de souci entre Mbemba et moi ou l'équipe. On avance, c'est passé maintenant.
Voilà pour ces regrets du sélectionneur marocain. Le Congo qui, de son côté, a su se remettre dans le sens de la marche après ce mauvais début de match. On va en parler avec notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Cédric Ferreira. Cédric, bonsoir. Ce match nul, il confirme aussi les bons choix du sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre. Oui, c'est un sentiment de satisfaction à déclarer immédiatement après le match Sébastien Desabre en conférence de presse, puisqu'il a dit à quel point il était fier de ses joueurs, car ce résultat, au-delà même du résultat, c'est surtout la manière en fait à quel point les Léopards ont mis en danger ces Marocains. Ça confirme le projet qu'il a mis en place depuis l'été 2002, lorsqu'il a pris ses fonctions à la tête de la République démocratique du Congo. À ce moment-là, la RDC restait sur 2 défaites consécutives en qualification pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a opéré plusieurs changements et parmi ces changements, il y a eu un rajeunissement de l'effectif. 3 joueurs seulement de la RDC ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la dernière fois que la RDC a été présente à ce niveau. Alors, il l'a même révélé il y a quelques jours, c'est un plan qui se déroule plus vite que prévu pour lui. Mais quel est donc ce plan auquel fait référence Sébastien Desabre? Eh bien, c'est qu'en fait, il voit beaucoup plus loin et il vise la CAN 2025 et surtout une qualification pour la Coupe du Monde 2026. Alors, eh bien, maintenant qu'ils sont là ici en Côte d'Ivoire, évidemment, ils veulent figurer le mieux possible. Après ces 2 résultats nuls, il faudra maintenant une victoire contre la Tanzanie pour valider définitivement une qualification en 8e de finale. On peut imaginer que cette équipe de Tanzanie est quand même à la portée des Léopards vu ce qu'ils ont proposé contre le Maroc. Toute expérience est bonne à prendre pour cette jeune équipe, même si évidemment maintenant cette expérience restera positive uniquement qu'en cas de qualification pour les 8e de finale. Sinon, on imagine bien que les Léopards, s'ils doivent être éliminés dès la phase de groupe, rentreront à la maison avec beaucoup de frustration. Merci beaucoup Cédric. On a vu effectivement des bons choix du sélectionneur, notamment sur cette rencontre avec l'apport du banc qui a permis cette égalisation. Oui, ce qu'on appellerait un bon coaching, parce que Silas, le buteur, et le passeur étaient rentrés en deuxième mi-temps. Donc, on va dire qu'il a eu le nez creux de faire entrer, mais surtout, il a apporté plus de présence offensive en deuxième mi-temps. Donc, oui, effectivement, c'était un bon choix. Mais c'est un entraîneur qui a toujours fait bien jouer ses équipes, et là, il le démontre encore. Ah, il était sélectionneur de l'Ouganda en 2019. Ils avaient réussi une belle CAN. Et c'est un entraîneur, il faut rappeler, qui a l'Afrique chevillée au corps. Il était sous contrat à Niort lorsqu'il a eu cette proposition de la République démocratique du Congo, et il a quitté Niort parce que il avait mis dans son contrat, en fait, si jamais une sélection africaine me fait une proposition intéressante, j'y vais. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand il est arrivé, vous savez que les Léopards du Congo, ils passent leur temps à se disputer entre eux plutôt que de faire une équipe cohérente. Et moi, je me souviens de débats qu'on avait déjà eu. J'avais dit, avec cet entraîneur-là, qui sait où il va, qui accepte le challenge, ils peuvent faire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que la RDC, c'est 100 millions d'habitants. Il y a quand même moyen de trouver quelques bons footballeurs dans ce pays. Donc là, il est en train de réussir ce projet, et moi je trouve ça très intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que à l'époque le Zaïre a été le premier pays d'Afrique noire à participer à la Coupe du Monde en 1974. Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis, pendant lequel ils ont perdu beaucoup de temps d'ailleurs, et là peut-être que ce projet va enfin leur permettre de revenir au premier plan du football africain. Et on va suivre ça évidemment. Il y avait un autre match dans ce groupe, Zambie-Tanzanie, la Tanzanie qui a cru tenir la toute première victoire de son histoire dans une Coupe d'Afrique des Nations après avoir mené 1-0 grâce à Msuva. Mais finalement, les Chipolopolo, réduits à 10 pendant toute la seconde période, sont revenus au score en fin de match. C'était sur une tête de Patson Daka. Que de regrets pour cette équipe tanzanienne. Oui. On peut le dire, parce qu'effectivement, c'est un pays qui monte au niveau du football, parce qu'ils ont pas mal de moyens financiers, ils ont de l'argent, ils ont une chaîne de télé qui met beaucoup d'argent dans le football. Donc ils ont une équipe nationale qui se veut le reflet de ses ambitions, même si les clubs tanzaniens dans les coupes africaines ont beaucoup de joueurs étrangers. Donc effectivement, c'est pas forcément évident pour les jeunes Tanzaniens de trouver leur place au plus haut niveau. Mais c'est un pays qui a une vraie ambition à ce niveau-là. Et effectivement, ils avaient cette supériorité numérique, mais ça ne leur a pas suffi. Et là, il faut souligner l'exploit de la Zambie, parce que c'est le 4e carton rouge dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est la première fois qu'une équipe en infériorité numérique soit ne perd pas, ou en tout cas arrive à remonter un handicap. Jusqu'à présent,
ils avaient toujours soit perdu, soit concédé un nul. Là, ils ont réussi à remonter au score. Donc ça démontre la vraie qualité de cette formation zambienne. Une vraie qualité zambienne, mais aussi beaucoup de naïveté côté tanzanien, parce qu'ils auraient pu gérer le match, mais au contraire, j'ai eu le sentiment qu'ils se sont délités au fur et à mesure de la rencontre, et que les Zambiens, ils avaient tout intérêt, ils n'avaient plus rien à perdre. Donc, ils ont juste attendu, les Tanzaniens. Oui, ils ont juste attendu, alors qu'ils auraient pu soit jouer plus haut, soit essayer d'aller chercher un deuxième but. Et un résultat qui fait les affaires du Maroc. On va regarder le classement de ce groupe F, les Lions de l'Atlas qui sont seuls en tête de cette poule. Un nul leur suffira pour être certain d'être qualifiés. La République démocratique du Congo, qui de son côté arrivera en favori donc face à la Tanzanie pour valider son billet pour les huitièmes de finale. On en vient au troisième match de cette journée. C'était pour le compte du groupe E, le derby d'Afrique australe entre l'Afrique du Sud d'un côté et la Namibie de l'autre, et les Sud-Africains qui n'ont fait qu'une bouchée de leurs voisins. Victoire 4-0 des Bafana Bafana, 3 buts inscrits en première période, un pénalty de Persito, un doublé de Zwane et un dernier but en deuxième période de Maseko. La Namibie qui avait créé la sensation, on s'en souvient, en battant la Tunisie, mais cette fois-ci, il y avait une classe d'écart face à cette équipe sud-africaine qui a été très réaliste, notamment en première période. J'allais dire que la différence s'est faite au moment du pénalty de Persitao. Contre le Mali, il rate, et cette fois-ci, il inscrit. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas tremblé, et donc, du coup, l'équipe a pu concrétiser les bonnes choses que nous avons montées en première mi-temps. Et il faut se rappeler quand même qu'aujourd'hui, leur sélectionneur, c'est Hugo Bross, qui est champion d'Afrique. Et on voit sa patte aujourd'hui avec un football très athlétique, très vite porté vers l'avant. Et effectivement, aujourd'hui, rapidement, ils ont montré qu'il n'y avait pas il y avait une classe d'écart avec la Namibie, qui a bien tenté, qui aurait pu revenir à un but partout, mais au moment où ils ont raté, l'Afrique du Sud a marqué le deuxième but. Très réaliste, et au 3-0 à la mi-temps, c'était plié, et jusque-là, ils sont quand même allés chercher le quatrième but. Ce qui ne fait pas les affaires de la Tunisie, parce qu'il y a 3 équipes à plus de 3 points. Donc la Tunisie est en grande difficulté pour la dernière journée. Oui, parce que lors de la dernière journée, ce sera Afrique du Sud, Tunisie. Et l'Afrique du Sud doit au moins ne pas perdre pour assurer sa qualification. Moi, personnellement, c'est une grande satisfaction d'avoir vu ces Bafana à ce niveau-là, parce que, en gros, l'équipe, c'est les Mamelodi Sundowns, qui ont fait les 2 dernières demi-finales de la Ligue des Champions et qui ont gagné l'African Football League, la première édition. C'est une équipe assez exceptionnel à avoir joué, et je crois qu'il y avait 8 membres de joueurs cette équipe qui étaient dans le 11 de départ. Donc, on a vu les automatismes d'ailleurs. Exactement. C'est pour ça que quand Hervé Kouamouo dit que c'est une équipe très athlétique, c'est aussi une équipe qui a une vraie qualité technique et qui évolue très bien collectivement, parce qu'effectivement, ils se connaissent par cœur. Il y a 2 joueurs très importants, c'est Tepele Mokoena, le milieu défensif, qui est la rampe de lancement, et puis Zwane, qui a marqué 2 buts aujourd'hui, qui n'est pas le vrai avant-centre, qui est une espèce de 9,5 en soutien de l'avant-centre, qui lui par contre n'est pas des Mamelodi Sundowns, et on voit que cette équipe d'Afrique du Sud, moi j'avais un peu misé sur eux et j'avais été très surpris par leur contre-performance contre le Mali, comme l'a disait Hervé Kouamouo, un peu lié au pénalty manqué par Persitao, qui les a fait un peu douter au début du match, mais je pense que c'est une équipe qui peut aller loin dans la compétition, parce qu'il y a une vraie homogénéité, et que il y a beaucoup d'assurance, on le sent, ils ont un très bon gardien, donc c'est probablement une des équipes, avec bien sûr le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui est à la maison, qui est la mieux armée pour aller loin dans cette compétition. La Côte d'Ivoire, on va en parler, car les Ivoiriens jouent leur qualification. Ce sera ce lundi. Le programme de ce lundi va s'accélérer avec 4 matchs au programme. Vous le voyez donc. On voit là le classement de ce groupe E, avec donc le Mali qui est en tête et la Tunisie qui ferme la marche, avec donc un petit point. Tunisie-Afrique du Sud, ce sera le choc mercredi prochain. On va donc passer au match de ce lundi, et notamment ce choc entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale, le pays hôte qui doit impérativement se reprendre après sa défaite contre le Nigeria. Cédric Ferreira, je me retourne vers vous. Défaite interdite donc pour les Ivoiriens. On imagine que c'est tout un pays qui est en train de retenir son souffle. Oui, tout un pays qui attend un nouveau titre de champion d'Afrique pour la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que les Ivoiriens sont tombés de haut après cette défaite contre le Nigeria. Ils pensaient peut-être avoir évacué la pression suite au succès du match d'ouverture, mais
cette défaite contre le Nigeria fait très mal, puisqu'au-delà du score, il y a eu cette prestation quand même globalement assez décevante. On a vu des éléphants en panne d'imagination, notamment dans le secteur offensif. Alors il y a quand même une bonne nouvelle pour ce troisième et dernier match, c'est le retour de deux éléments majeurs du secteur offensif, Sébastien Haller et Simon Adingra. Ça a été confirmé par le sélectionneur Jean-Louis Gasset. Alors il ne devrait probablement pas être titulaire, ces deux joueurs, mais il pourrait rentrer en deuxième période si la situation serait compliquée face à la Guinée équatoriale. Les Équato-Guinéens qui ont montré depuis le début du tournoi leur capacité aussi à embêter les grands noms du football africain. On l'avait vu contre le Nigeria. Et puis surtout la Guinée équatoriale qui joue aussi sa qualification en huitième de finale. Donc ça promet tout de même un match assez tendu entre les deux équipes qui va se dérouler dans le stade d'Ebimpe où il y aura quand même, on l'imagine, un stade plein derrière les Ivoiriens. Je vous propose d'écouter d'ailleurs l'un des défenseurs des éléphants, Evan Dika. Il s'est exprimé avant cette rencontre contre la Guinée équatoriale et il a évoqué comment les Ivoiriens essaient de gérer cette pression. Écoutez. La pression est plus grande. Après, ça dépend pour qui. Pour nous, je pense que l'objectif reste le même. Comme le coach l'a dit, on a perdu un match, mais c'est pas un drame. On est concentré déjà pour demain, on sait ce qu'on a à faire. Et moi, je suis confiant, l'équipe est confiante. La Guinée équatoriale, c'est une belle équipe, ils sont forts et nous aussi, on l'est, donc on verra demain. Merci beaucoup Cédric. Évidemment, Cédric qui en parlait, le retour de Sébastien Haller, il peut faire énormément de bien à cette équipe ivoirienne pour ce match extrêmement attendu par tout un peuple. Je pense que c'est surtout la preuve de la fébrilité ivoirienne que d'attendre le retour de Sébastien Haller qui n'a pas beaucoup joué en première partie de saison, qui forcément sera hors rythme, et comme disait Cédric, qui ne sera pas titulaire. Donc, mais le pays a tremblé parce que la défaite contre le Nigeria a été inattendue, mais je pense que logiquement, en gérant bien le match, en gérant bien la pression, il devrait battre la Guinée équatoriale. Ouais, mais c'est une bonne équipe, hein, la Guinée équatoriale. Avec beaucoup de joueurs formés à l'école espagnole et qui savent bien garder le ballon, le faire tourner. Donc il va falloir que la Côte d'Ivoire s'impose pour avoir le ballon et ça va déjà être une première épreuve. Puis ensuite, je pense que Sébastien Haller, justement, mais s'il ne joue pas tout le match, il apporte en tant que pivot de l'attaque des solutions offensives un peu différentes, comme un peu Olivier Giroud en équipe de France. Voilà. Sa grande taille, son volume de jeu pèse sur les défenses adverses. Ça peut ouvrir des brèches pour ses coéquipiers, voire même, il peut aussi trouver l'opportunité de marquer. Coup d'envoi de ce match, ce sera à 18h, heure de Paris. Il y aura également plusieurs autres matchs, évidemment, avec le Nigeria qui sera face à la Guinée-Bissau. Et puis à 21h, heure de Paris, deux monuments du football africain qui vont jouer leur qualification. L'Égypte face au Cap-Vert qui est déjà qualifié, on le rappelle, et puis le Ghana face au Mozambique. Ce sera à 21h, heure de Paris. Et le débrief, ce sera toujours à 23h10 aux côtés de Benoît Perrochet qui sera présent ce lundi. C'est la fin, en tout cas, de cette émission. Merci, messieurs. Merci à Cédric Ferreira également. C'est la fin donc de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.